Tous les lundis, nous avons la possibilité de parler économie et développement pour la rubrique de l'économie avec Dr Prao Séraphin qui nous fait toujours l'honneur de sa présence. Il est économiste, bien sûr, puisqu'on parle d'économie. Et depuis la semaine dernière, nous parlons de l'impact de l'économie du tourisme sur le développement. Bonjour, docteur. Bonjour, Naomi. Merci d'être là. Toujours au rendez-vous, toujours prêt à nous parler de sujets très intéressants concernant l'économie. Et en parlant de l'impact de l'économie du tourisme sur le développement, faisons un rappel de ce que nous avons dit la semaine dernière. Ok, merci Naomi. Très rapidement, la fois dernière, nous avons abordé la question très importante de l'économie du tourisme et son impact dans le développement. Rappelons d'ores et déjà que l'économie du tourisme est un domaine de l'économie, je veux dire globalement, qui s'intéresse à un secteur particulier qui est le tourisme et son impact sur la production des richesses dans un pays. C'est un secteur comme le secteur des services aussi, le tourisme. Donc nous avons décidé comme ça, parce que ça cadre avec la réalité, puisque dans 3 jours, nous allons organiser dans notre pays le Salon international du tourisme d'Abidjan, sur 3 jours. Donc il était important que les téléspectateurs et les Ivoiriens aient une idée un peu très nette de ce que le tourisme peut apporter à notre pays. Donc le tourisme, pour revenir à la définition, c'est un touriste, c'est quelqu'un en fait qui décide de parcourir pour son plaisir ou bien pour un but précis, n'est-ce pas, un autre lieu, qui est son lieu de résidence. Exactement. Et donc le tourisme peut avoir plusieurs dimensions, il est multidimensionnel. Il y a le tourisme religieux, nous l'avons rappelé la fois dernière, parce qu'il y a beaucoup de sites religieux dans le monde entier et on peut aller, n'est-ce pas, visiter ces sites-là, faire des pèlerinages comme hier, les gens l'ont fait dans notre pays. Il y a le tourisme culturel, qui vise à aller à la rencontre, n'est-ce pas, d'autres modes de vie qui diffèrent, n'est-ce pas, des nôtres, et puis visiter le patrimoine aussi des autres pays. N'est-ce pas? Voilà, il y a le tourisme médical, lorsqu'on va se soigner dans un autre pays, parce que peut-être qu'on n'a pas les infrastructures, ou bien on veut profiter, par exemple, d'autres techniques qu'on n'a pas chez nous, par exemple. C'est ça. Donc, il y a aussi le tourisme d'affaires, lorsqu'on voyage, n'est-ce pas, à but professionnel. Il y a aussi le tourisme écologique, ce qu'on appelle l'écotourisme, lorsqu'on voyage pour aller découvrir les parcs nationaux, l'environnement et toutes ces choses-là, pour participer, n'est-ce pas, à la protection, n'est-ce pas, de l'écosystème. Ça s'appelle l'écotourisme. Il y a aussi le tourisme sportif, aussi, lorsqu'en Côte d'Ivoire, par exemple, voyez-vous, nous avons un terrain de golf, et à l'époque, franchement, on avait beaucoup de visiteurs qui venaient de tous les pays, pour profiter effectivement de nos terrains de golf. Voilà, donc il y a plusieurs catégories de tourisme. Et nous avons vu aussi que le tourisme pouvait lutter contre le chômage. Effectivement, on a fait le parallèle entre le tourisme, n'est-ce pas, et le développement. On a vu que le tourisme était une source, n'est-ce pas, de devises. Et on a cité le cas, par exemple, du Costa Rica, où quasiment toutes ces réserves de change provenaient, n'est-ce pas, du tourisme. Il y a un pays comme l'île Maurice aussi, qui profite abondamment du tourisme. Donc le tourisme est source, n'est-ce pas, d'apport de devises. Le tourisme aussi peut participer à la lutte contre le chômage, et en Côte d'Ivoire singulièrement, je pense que, puisque nous souffrons de ce mot-là. Et donc, voilà, il faut qu'on fasse un effort pour que le tourisme puisse aider, n'est-ce pas, à la lutte contre le chômage. Parce que déjà, dans un hôtel, lorsque vous allez dans un hôtel, vous êtes reçu par un monsieur ou bien par une dame, c'est ce qu'on appelle les emplois directs. Et il y a des emplois indirects. Les agences de voyage, tous ceux qui vous transportent lorsque vous allez par exemple à Yabsokro ou bien à Man ou bien à Korogo, le véhicule que vous avez, ce sont des emplois indirects. En France, par exemple, nous avons vu que le tourisme aidait par exemple à la création d'1 million d'emplois. Je dis bien 1 million d'emplois et ça participait à la création de 250 000 PME. C'est quand même énorme. Et puis le tourisme peut aussi permettre, était source d'investissement. C'est ça. Si vous voulez développer le tourisme, il va falloir vous assurer effectivement que la ville en question, qui doit faire l'objet d'attraction, a l'électricité, a de l'eau potable, a le transport, a l'hôtel, je veux dire, les hébergements adéquats. Donc tout cela participe, n'est-ce pas, en tout cas à l'investissement dans le pays. Et aujourd'hui, parlons de la Côte d'Ivoire et le tourisme. Vous dites qu'en Côte d'Ivoire, on a une faible considération pour le tourisme. Effectivement, on a une faible considération pour le tourisme. Déjà, il faut se souvenir que nous avons été indépendants, enfin, je vais dire nominalement, parce que l'indépendance réelle, c'est chaque jour que ça se construit. Mais l'indépendance, la République, nous l'avons proclamée en 1960. Mais on a attendu 10 ans. C'est en 1970 que le premier ministère du tourisme a été créé.
Donc, voyez-vous, ça voudrait dire que déjà, dès l'entame de notre accession à la souveraineté nationale, nous avons mis le tourisme sur le banc des accusés. Il a fallu rattraper cela en 1970. Et depuis lors, pour dire les choses nettement et de façon claire, le tourisme n'a pas été l'enfant gâté, n'est-ce pas, de l'économie. Voilà, il faut le dire. Et puisque en 2011, par exemple, selon les chiffres, n'est-ce pas, de Côte d'Ivoire Tourisme, la nouvelle agence qui s'occupe du tourisme en Côte d'Ivoire, il y a eu 276 000 visiteurs en Côte d'Ivoire, ce qui représente à peu près 50 milliards de francs CFA. Et en termes de contribution au PIB, c'est-à-dire au produit intérieur brut de notre pays, c'est 0,44%. C'est faible. C'est faible à comparer aux 2,4% d'apport du tourisme au PIB en France, aux 3% au Canada, aux 7% en Tunisie, 7% également au Maroc. Donc vous voyez que, et 10% à l'île Maurice, vous voyez que chez nous, 0,44, c'est quand même peu. C'est pourquoi nous disons que dans notre pays, nous avons une faible considération, n'est-ce pas, pour le tourisme. Et concernant les différents sites touristiques de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'on a des moyens de pouvoir visiter plusieurs sites? Parce que bon, c'est vrai qu'on dit qu'en Côte d'Ivoire, on a tout, mais qu'est-ce qu'on a véritablement? Et ouais, en Côte d'Ivoire, vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est un beau pays. Hein. C'est un beau pays, c'est vrai que c'est mon pays, j'adore mon pays. Et non seulement je l'adore, mais mon pays a des potentiels. Hein? Lesquels? Déjà, au niveau économique, vous savez que nous sommes le premier producteur de cacao. Nous produisons aussi le café, nous avons le pétrole, nous avons manganèse à Bonoukou, nous avons de l'or, nous avons les diamants. Mais à côté de ça, au niveau du tourisme aussi, nous avons la matière première touristique. Ça veut dire, nous avons déjà 9 parcs nationaux, 300 réserves, c'est important. Lorsqu'il y a beaucoup de circuits aussi, qu'on appelle les circuits touristiques. Vous avez le circuit de la danse traditionnelle, qu'on trouve au nord comme à l'ouest. Le circuit des masques, qu'on trouve également au nord comme à l'ouest. C'est ça. Et vous avez aussi, quelque part, regardez à Amman. Il y a un mystère qui aujourd'hui entoure les ponts en liane à Amman. C'est comme les pyramides. Ça a eu tendance à disparaître quand même. Oui, quand même. Mais déjà, c'est quelque chose. D'abord, il faut faire en sorte que ça ne disparaisse pas. Ouais. La culture, on va le dire, c'est tout ce qui nous reste lorsqu'on a tout oublié. C'est tout ce qui nous reste lorsqu'on a tout oublié. Donc, c'est important. Il faut faire un effort, n'est-ce pas, pour ne pas perdre toutes ces richesses-là incommensurables que nous avons dans notre pays. Et donc, les ponts en liane, c'est quelque chose que nous pouvons faire visiter par les Européens. Moi, ça me fascine. Comment est-ce que, déjà, il y a très longtemps, nos parents ont eu cette ingénieuse idée, cette intelligence remarquable de pouvoir échafauder, créer un pont en liane. C'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Et lorsque vous allez, par exemple, toujours vers Mans, il y a matière à profiter de cela. Guélémou, vers Biakouma. Guélémou, en 1898, c'est là qu'effectivement Samori Touré a été capturé par les Français avant d'être déporté au Gabon. Est-ce que nous ne pouvons pas vendre à nos frères africains qui aujourd'hui sont fascinés par l'histoire de venir visiter Guélémou? C'est dans notre pays que cet homme-là a été arrêté. Nous devons en profiter. Les gens vont aux États-Unis pour aller voir les marches là où Elvis Presley a marché. Mais nous aussi, pareil. Nous avons aussi dans notre pays des Elvis Presley. Lorsque vous voyez un monsieur comme Alpha Blondy, Tikenga, Ismaël Isaac, et j'en passe, excusez-moi de ne citer que ceux-là, ce sont des monuments. Ils constituent le nectar de la musique que je veux dire dans notre pays. Quand vous citez aussi Magic System et autres. En parlant de ces artistes, on veut faire un clin d'œil à la famille Louga en parlant de Louga François. Voilà, j'allais en revenir. Ernesto Gigi. Ernesto Gigi. Voilà des gens, surtout Louga, quand vous allez dans son village, vous avez sa tombe qui est là avec sa photo, tout et tout. Moi, je pense que voilà des gens que, son village déjà pouvait être l'objet, n'est-ce pas, d'un site touristique. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nombreux sont ceux qui veulent un jour aller dans ce village-là et puis bon, déposer une gerbe de fleurs, en tout cas, sur la tombe de ce monsieur-là. Il y a aussi Ernesto Gigi qui, me semble-t-il, a participé beaucoup à la culture ivoirienne et surtout au niveau, je vais dire, de la chanson. Donc, voilà des choses qu'on peut exploiter. Et lorsque vous allez encore, toujours pour citer les secteurs touristiques, quand vous allez, par exemple, à Bengourou, vous trouvez à Tangolan une école de féticheuses. C'est quelque chose, par exemple, qui peut fasciner les Européens. Parce que, bon, ils ne croient pas en cela, parce que, bon, effectivement, la démarche scientifique aidant, c'est des gens qui sont un peu réfractaires à accepter ce genre de choses-là. Mais ils peuvent venir et puis voir, des visus, ce qui se passe. C'est quelque chose à exploiter. Lorsque vous allez aussi
À Bandoukou, on a cité la fois dernière. Il y a un village qu'on appelle Soko, que j'ai eu l'insigne honneur de visiter. Avec les singes sacrés. Avec les singes sacrés. C'est quelque chose de... Quand on n'a pas encore visité ces secteurs-là, ça paraît un peu irréaliste, quoi. Mais il faut visiter pour voir effectivement que ça existe. Vous allez à Sapia, vous avez les poissons sacrés de Sapia. Et puis vous avez les chimpanzés vers la forêt de Taï. Nous avons beaucoup de choses à vendre dans ce pays, autre que les cabosses de cacao. Et puis encore une fois, Naomi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on se déplace avec nos cabosses en Espagne. Je pense que les Espagnols, les Français, les Hollandais, les Américains, les Belges seraient très contents qu'à côté, par exemple, de la forêt, c'est un exemple que nous donnons, à côté de nous à Yopougon, qu'on crée une plantation artificielle, par exemple, et qu'on fasse visiter cette plantation-là par les Européens pour dire le chocolat que vous mangez, que vous aimez tant, que vous chérissez tant, voilà d'où ça vient. C'est important. Et lorsqu'ils viendront, ils vont consommer, ils vont utiliser nos transports et tout. Et donc, nous allons profiter. Ce n'est pas à nous de transporter, comment on appelle ça, nos matières vers eux, non. On doit les inviter à venir. On doit les inviter à venir. Mais il se trouve qu'on a un souci pour les capacités d'hébergement. Même pour les Ivoiriens qui ont envie de mieux connaître leur pays, quand ils partent à l'intérieur du pays, on n'a pas des complexes hôteliers pour pouvoir recevoir toutes ces personnes. C'est aussi un investissement. C'est aussi un investissement et il faut le faire, effectivement. Là, vous me donnez l'occasion de parler de la vision stratégique de chaque pays. Parce que, voyez-vous, en général, nous, quand on arrive, le tourisme est une variable d'ajustement. C'est pourquoi je disais tantôt que jusqu'à présent, on n'a pas vu une réelle volonté dans ce pays-là. Effectivement, et si vous allez, par exemple, à Transua, par exemple, vous voulez aller visiter peut-être Transua, vous n'aurez pas d'hôtel. Pourtant, c'est une préfecture. C'est pas normal. Donc, ça doit se situer dans une vision globale. Si vous voulez développer le tourisme dans un pays, il va falloir effectivement que vous créiez, que vous construisiez des hôtels. Et puis, bon, des parcs récréatifs, par exemple. Il va falloir construire. Il faut investir là-dedans. Voilà, donc je suis d'accord avec vous. Si vous voulez aller à Amman, il va falloir, comme enfin, je suppose que vous connaissez personne dans la ville, parce que vous faites du tourisme. Et donc, il serait même mieux que vous dormiez à l'hôtel pour faire quand même participer un peu. Voilà. En son temps, le président, pardon de vous interrompre, le président Félix Houphouët-Boigny, à l'occasion des fêtes de l'indépendance, faisait construire des réceptifs hôteliers. J'ai envie de citer par exemple l'hôtel En Bol de Katiola, qui jusqu'à aujourd'hui est ouvert, hein. Ça a été rénové. Donc, quand on va à Katiola, on sait tout de suite qu'on peut aller à Ambol de Katiola, mais ce n'est pas le cas pour toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Oui, en fait, les petites villes. Les petites villes où, effectivement, vous ne partez pas, effectivement, visiter les gens. Exactement. Et je pense que notre président a dit qu'il allait le faire. Hein, c'est ce que j'ai appris. Ils ont dit maintenant qu'ils allaient décentraliser les conseils des ministres. Et donc, je pense que ça peut, effectivement, booster un peu. Puisque si on décentralise, voyez-vous, quand le président va avec tous ses ministres, pas seulement ses ministres, le cabinet même du ministre qui va aussi avec les ministres. Donc, il faut qu'il donne quelque part. Donc, je pense que ça peut donner un coup de fouet un peu au secteur du tourisme. Et les gens vont se dire, bon, comme nous allons recevoir des invités des marques, il faut qu'ils donnent quelque part. Donc, cela, effectivement, vous avez bien vu, il faut qu'on y pense. On ne peut pas développer le tourisme sans penser, n'est-ce pas, au renforcement des capacités au niveau de l'hébergement et autres. Même si, bon, tout récemment, on a construit l'hôtel Onomo, hein, vers l'aéroport, mais ce n'est pas suffisant. Pas du tout. Ce n'est pas suffisant, il faut en construire encore davantage. Pour retenir quelque chose d'important sur ce thème, l'impact du tourisme sur le développement de notre pays, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Est-ce à dire que c'est l'État seul qui doit mettre les structures en place, ou on fait appel aussi aux opérateurs économiques, qu'ils soient privés ou non, de pouvoir travailler? Effectivement, dans les pays où le tourisme a été développé, en tout cas, il y a eu un partenariat public-privé. Donc en Tanzanie, par exemple, on a créé un conseil public du tourisme. Et puis, bon, il y a la Confédération du tourisme tanzanien, qui est vraiment du ressort du privé. Et les deux, vous savez, l'État ne peut pas tout financer. L'État n'a pas l'argent. L'État a l'argent que nous voulons bien lui donner par les impôts et autres. C'est ça. Et quand vous savez que, en général, sous les tropiques, on a ce qu'on appelle l'incivisme fiscal, ça veut dire qu'on n'aime pas payer les impôts. Et donc, où est-ce que l'État va aller trouver l'argent si ce n'est s'endetter? Donc, il va falloir qu'on trouve ce partenariat public-privé pour aider à la construction, par exemple, je veux dire, à aménager des sites touristiques qui vont participer à l'émulation de ce secteur-là. Et encore, au niveau, enfin,
comme vous parlez de retenir quelque chose, on va aller un peu plus vite. En termes de propositions, il faut déjà, Naomi, que nous pensons dans notre pays, pour donner en fait une importance au secteur du tourisme, il faut déjà, en tout cas, je pense, et nombre d'économistes pensent pareil, il faut qu'on colle le secteur, le tourisme et la culture. Dans beaucoup de pays, par exemple au Maroc et en Tunisie, on dit le ministre du tourisme et de l'artisanat. C'est ça. Chez nous, on dit le ministre du tourisme tout court, ou bien le ministre de la culture et la francophonie. Bon, il me semble que la culture va de pair avec, comment on appelle ça, le tourisme et même l'artisanat. Quand vous allez à Bassam, quand les touristes arrivent, qui vont à Bassam, vous les voyez là en train de marchander, vous voyez les statues, les petits trucs, statuettes là qu'on vend. Voilà. Donc, je pense que déjà, il faut revoir cela. Le tourisme doit aller de pair avec la culture. Mais c'est peut-être aussi pour marquer l'importance qu'on accorde au tourisme, qu'on a arrivé à faire un ministère à part entière consacré au tourisme. L'artisanat aussi, il y a tellement d'artisans dans notre pays. On ne peut pas peut-être joindre les deux en même temps. Non, je pense que le tourisme est un secteur qui est confluent. C'est-à-dire qui est vraiment au carrefour de beaucoup de secteurs. Donc il faut prendre en compte ces secteurs-là, leur interdépendance. Parce que le tourisme a un caractère multidimensionnel et multisectoriel. Et donc, pour cela, en tout cas, c'est une proposition, un ministère du tourisme et de l'artisanat. On l'a fait dans tous les cas il y a 3 ans en arrière. C'était comment c'était découpé. Il va falloir que maintenant, nos présidents africains vraiment n'utilisent pas le ministère du tourisme comme une variable d'ajustement. Ça veut dire, je suis président, Naomi a beaucoup bataillé pour que je sois là. Et puis bon, on a partagé les poids juteux, le ministre de l'économie, de la défense, de l'intérieur, des affaires étrangères. On dit, mais tiens, j'ai oublié Naomi. Ah ben, qu'est-ce que je fais? Eh ben, Naomi, bon, ministre des PME. Ah non, ministre du tourisme. Ah ben, c'est bien, ça lui va bien. C'est-à-dire, voyez-vous là, on sent que bon, voilà, c'est pas important pour nous. Mais bon, comme Naomi doit être utilisée, sinon elle va se fâcher, elle sera mécontente, et puis bon, on lui donne ce poste-là. Non, c'est pas bon. Le tourisme est un secteur vital. Aujourd'hui, lorsque vous prenez 10 pays au monde, 4 pays comptent sur le tourisme en termes de ressources extérieures. Donc le tourisme, la première industrie aujourd'hui devant l'automobile, il faut faire un effort pour que ça puisse participer au développement d'un pays. Merci beaucoup, Dr Prao Séraphin. Je pense que la leçon est bien retenue. Le tourisme a sa place dans notre pays, surtout pour son développement, dans la mesure où on veut que notre pays soit émergent à l'horizon de l'année 2020. On va se retrouver lundi prochain, par la grâce de Dieu, pour nous dire au revoir. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je voulais profiter de votre, de cette tribune qui m'a été faite là pour souhaiter la bonne fête à nos mamans, à vous les femmes, parce que là, le 8, c'était la journée internationale de la femme. Exactement. Et puis, nous venons de voir un élément sur l'Afghanistan. Voilà. Et demander à tous les hommes, en tout cas, enfin, hommes avec un grand H, de faire en sorte que la femme puisse être vraiment complémentaire de l'homme et avoir sa place et être respectée. Parce que la femme est beaucoup violentée, elle subit vraiment beaucoup de sévices. Et je pense qu'il faut qu'on mette fin à tout cela. Parce que la femme, aujourd'hui, lorsque vous allez dans les institutions comme le PNUD, voilà, Banque mondiale et autres, les questions du genre sont des questions qui importent beaucoup. C'est ça. Donc, il va falloir que nous vous donnions la place qui vous sied et qui vous va. Merci, Dr Prao Séraphin, pour ce message à toutes les femmes qui nous suivent à travers la magie de RTI 1. Et puis, nous vous souhaitons une excellente semaine en espérant vous retrouver lundi prochain. Merci beaucoup. Amis téléspectateurs, on se retrouve juste après ceci. Gustavo, viens là. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde ça. Ta cousine est dans le journal dans les bras de son fiancé. C'est mignon. Tu veux jeter un coup d'œil, Gustavo? Je ne veux pas regarder pour pas déprimer. C'est moi qui lui demande des fois de venir et de rester ici. Et tu veux savoir pourquoi? Parce qu'il me fait du bien. Il m'encourage, il fait de moi sa priorité. Ton frère me fait espérer que je vais aller mieux, que je vais sortir de ce fauteuil roulant, que je vais remarcher. Peut-être qu'il te berce d'illusions. Quelles illusions? Illusions de quoi, Georges? Parce que tu crois que je ne vais pas aller mieux? Non, je n'ai pas dit ça, Luciana. Tu crois que je vais jamais sortir Je n'ai de pas cette dit pièce? ça, je n'ai pas dit ça. Ne mélange pas les choses, s'il te plaît. Je le sens. Georges, qu'est-ce qui se passe? Attends, qu'est-ce qui se passe? Ne fais pas l'idiot parce que tu sais très bien ce qui se passe. De Luciana, je parle de Luciana. Je veux te voir loin d'elle. Est-ce que tu as compris? Sauvé par l'amour. À voir du lundi au vendredi à 19h25 sur RTI 1.
suis fatiguée de subir ce harcèlement. Très bien. Chioma, tu sais que je t'aime. Dis quelque chose. Je ne peux pas continuer comme ça. En mars, RTI 1 vous offre tout le cinéma africain. Je savais que cette gentillesse ne serait pas gratuite. Qu'est-ce qui vous a empêché de me le dire depuis tout ce temps? Immergé au cœur de Nollywood, chaque mercredi soir, après le journal télévisé de 20h, retrouvez votre nouveau rendez-vous, Les Instants Nollywood, et vivez toute l'émotion des meilleurs films nigérians. Comment oses-tu t'adresser à moi de cette manière? Tu ne veux pas m'en parler, visiblement. Mais je veux que tu saches que je suis... À l'affiche ce mois, on ne choisit pas sa famille. Mamouche, mensonges et conséquences. J'ai menti. Tu as menti. Je ne vois plus rien. Maintenant, fais demi-tour. Sors d'ici tout de suite. Des rendez-vous à ne pas manquer sur RTI 1. Il nous a rejoint sur ce plateau pour la rubrique sport. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voici pour vous Monsieur Serge Dakouri. Bonjour. Bonjour. Comment s'est passée cette semaine, la semaine dernière? Beaucoup spirituel. Hein, vendredi dernier, c'était la messe. Oui. Le carême chrétien continue, donc il faut 40 jours de privation avec tout ce que cela comporte. Vous jeûnez? Pas tous les jours, mais quand même. De temps en temps. C'est très important. Qu'avez-vous fait pour votre femme, votre compagne, écoutez, c'est une journée, le vendredi 8 mars, était consacré à la journée mondiale de la femme. Il faut reconnaître que, comme le disait le docteur Prao, la notion de genre, la notion de responsabilité, quand on sait l'importance des femmes, tant au niveau agricole, tant qu'au niveau intellectuel, à tous les postes de responsabilité, l'importance des femmes est louable et très importante. Donc on peut le dire, il y a des femmes qui ont des postes de responsabilité et qui, dans leur activité, émergent et montrent un bon exemple. J'en veux pour preuve la présidente de la République d'Argentine est femme. La présidente de l'UA, l'Union africaine, c'est la sud-africaine. Et aussi, il y a une dame qui est directrice générale du FMI, Christine Lagarde, qui est une dame. C'est pour dire qu'à tous les postes de responsabilité, on peut confier ces rênes à des dames et qui méritent et qui donnent la preuve de leur courage et de leur compétence. Donc la notion du genre, mettre les femmes en bas en espérant que l'homme est complètement supérieur, est une notion vraiment assez moyenâgeuse. Serge Dakouri avec ses transitions. Bon, revenons au sujet qui nous réunit ce matin. Il s'agit des différentes activités sportives. Et le week-end dernier, on parle de la présidence de la CAF. Écoutez, effectivement, à Marrakech, depuis ce week-end, depuis le 10, se déroulent les assemblées générales de la CAF, la Confédération africaine de football. Et visiblement, on va vers un plébiscite pour le Camerounais natif de Garoua, Issa Hayatou. Jacques Kanoma, l'Ivoirien, a été débouté dans sa requête auprès du tribunal arbitrage sportif depuis la semaine dernière. Et donc, on va vers un plébiscite du Camerounais natif de Garoua qui, depuis 1988, dirige les rênes de cette instance du football continental. 53 fédérations nationales réunies à Marrakech pour donc couronner ce roi du football africain qu'est Issa Hayatou. À son actif, qu'est-ce qu'on peut noter? Il faut signaler que la CAF a permis à certaines nations africaines de participer et de gagner plusieurs places à la Coupe du Monde. N'est-ce pas? On est passé d'une place à 2 places, ensuite à la 5e à 5 places. À son actif, on peut parler que l'Afrique a été désignée en 2010 pour organiser la Coupe du Monde à Johannesburg en Afrique du Sud. À son actif aussi, on peut parler de l'organisation même de la CAN qui a eu une compétence médiatique mondiale. C'est ça. La preuve, vous avez 150 télévisions qui, à chaque CAN, sont présentes pour montrer tous les matchs de cette compétition. Mais il faut demeurer que tout n'est pas rose et que cette vieille citadelle de la CAF basée au Caire
n'a pas été plus ou moins emporté par ce printemps arabe avec la place Taï et tout ce qu'on a connu au niveau de la démocratie, ce vent de démocratie. C'est une maison qui a besoin quand même d'un certain toilettage. On a comme l'impression que ce comité exécutif a en son sein des cadors qui visiblement ne sont pas habités d'un esprit de démocratie. Parce qu'il est évident qu'à un niveau de la compétition, à un niveau pour l'Afrique, ce serait mieux de permettre une élection plus ou moins démocratique et permettre à plusieurs candidats de postuler. Et là, nous avons comme l'impression que des amendements et certains artifices juridiques ont été créés pour écarter de la scène certains postulants. Et ce vent de démocratie qui fait plaisir à voir et dont on parle en Afrique doit être aussi valable, aussi en politique qu'en sport. Et l'élimination de M. Jacques-Bernard Anouma laisse entrevoir une certaine opacité au niveau du système, du mode de scrutin et de cette grosse maison imprenable qu'est la CAF. On peut le dire, il a permis au football africain de se positionner dans le Gotha mondial, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des taches noires, notamment certains problèmes de corruption avec de l'argent de ISL où on parle de pot de vin de 10 millions de francs CFA. Certains problèmes, il a été blâmé par le comité olympique sur un problème de corruption aussi dans l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et il y a eu pas mal de choses. Alors, souffrez que de temps en temps, qu'au-delà du tableau que nous avons dressé du natif de Garoua qui est maintenant à 25 ans de règne au niveau de la CAF, il est évident que de temps en temps, qu'on permette l'élection de plusieurs candidats, car vous savez, quand il y a plusieurs personnes qui postulent, il y a plusieurs manières de voir. Exactement. Et c'est évident qu'avec les visions différentes, ça enrichisserait sûrement la CAF. Ce n'est pas forcément Anouma, parce que c'est l'Ivoirien qui a été écarté, mais de temps en temps, il faut que certaines autres personnes, comme le Sud-Africain Danny Jordan, qui postulait à un moment donné, président du comité d'organisation du Mondial 2010, puissent apporter un sang neuf à cette grosse maison. Il y a des actifs, mais il y a des passifs et de temps en temps, la médiatisation ou le système de fonctionnement de la CAF laisse entrevoir beaucoup de tâches d'ombre. Et donc, c'est un plébiscite pour Issa Hayatou, 7e mandat, 67 ans. Il va encore empiler pour 4 ans, jusqu'à 2017, je crois. C'est énorme. Et bon, les 53 fédérations lui ont fait confiance. Mais derrière cela, il faut savoir qu'il a sûrement été élu grâce au carnet d'adresse de 25 ans, grâce à ce relationnel politique qu'il a tissé pendant tout ce règne, et cela a donc permis cela. Merci pour cette nouvelle concernant la réélection de M. Issa Hayatou Sans surprise, à la présidence de la CAF. Parlons à présent du tirage au sort des éliminatoires pour la prochaine CAN. Effectivement, à cette assemblée générale de la CAF au Marrakech, il avait été prévu de donner le tirage au sort pour les éliminatoires de la CAN 2015 au Maroc. Malheureusement, il semblerait que ce n'a pas été le cas. Ils ont reporté cela un an plus tard, soit en janvier et février 2014 à Johannesburg, en marge du CHAN qui va se disputer, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique des clubs locaux, et Coupe d'Afrique des nations en local, c'est-à-dire le CHAN. Et donc, ça a été reporté un an plus tard. Et le mode de compétition a changé. Ah bon? Il semblerait, selon les informations qui nous viennent de Marrakech, que maintenant, ça va se passer comme suit. Vous aurez d'abord une compétition de 10 nations qui vont en jouer en aller-retour. À la suite de cela, 5 nations qui seront qualifiées. Et elles vont rejoindre un autre groupe de 43 nations pour en faire 12 groupes de 4. Donc vous aurez 48 équipes, 48 nations qui vont compétir. Les premiers de chaque groupe seront qualifiés, ainsi que les 3 meilleurs deuxièmes. Donc on aura, au lieu de 11 groupes comme en 2012, on aura donc 12 groupes de 4 qui font 48 nations. Et les premiers de chaque poule sont directement qualifiés, ainsi que les 3 meilleurs deuxièmes pour la CAN 2015. Il faut rappeler que le Maroc, pays organisateur, ne fait pas partie donc, de ce championnat qui va durer pendant pratiquement 9 mois, pour la simple et bonne raison que le Maroc est le pays hôte, pays organisateur. Voilà. D'accord. Merci pour cette précision. Et ce matin, on parle d'une rencontre entre le ministère des Sports et les fédérations sportives. Oui. On parle aussi de l'heure de vérité.
Ben écoutez, M. Alain Michel Lobognon, depuis qu'il est à la tête de ce ministère avec beaucoup de passion, où il y a des fédérations sportives, où on parle de résultats qui sont en deçà, en football, en basket, en handball et tout ce qui est sport, M. Alain Lobognon a posé des actes. Vous savez que vous n'êtes pas sans savoir que la Fédération ivoirienne de boxe a eu une suspension. M. Arsène Yobo avait été suspendu par l'association des boxe amateurs et professionnels. Et sûrement à cause du fonctionnement qui n'était pas conforme. À la suite de cela, il y a eu l'élection de Wabi Spider. Wabi Spider a été traduit en justice par son concurrent qui a mal pris cela, celui qui avait perdu. Et il y a eu beaucoup de quiproquos au niveau de la boxe. N'oublions pas de dire qu'il y a eu aussi une suspension de la Fédération ivoirienne de handball. Depuis le 21 janvier, le colonel Ouerega Joseph et son comité directeur ont été suspendus. Il y a l'international du handball mondial qui était en France, qui était en Côte d'Ivoire avec M. Deplanque, qui sont venus aux nouvelles. Et aujourd'hui, il y a un comité intérimaire dirigé par Mme Yoda. Et depuis cette situation, le handball en Côte d'Ivoire n'a pas repris ses activités, tant en championnat qu'en compétition. Et donc, il y a de la gestion de plusieurs fédérations où il y a pas mal de problèmes. N'oublions pas aussi de parler de l'échec de la CAN avec les footballeurs, où nos objectifs n'ont plus ou moins pas été atteints. Exactement. Et donc, il y a aussi un autre fait, c'est celui du fonctionnement des fédérations. Il semblerait, selon les informations que nous avons, que M. Lobognon ait demandé que la parafiscalité, que le budget, la subvention et la parafiscalité, on ne la trouvera plus automatiquement. Et que l'État va réduire ses moyens au niveau de sa participation pour les compétitions. On parle de 60% pour l'État et 40% pour les fédérations. Quand on sait l'état délétère dans lequel sont les fédérations au niveau financier, il va sans dire qu'il y aura beaucoup de suspensions. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de compétitions auxquelles nous ne pourrons pas participer parce qu'il n'y a pas de budget. Regardez certaines fédérations comme celle de fédération de lutte, regardez certaines fédérations comme la fédération de boxe qui n'ont pas repris et du handball. L'État subventionne la plupart des compétitions internationales. Et si l'État se retire plus ou moins au niveau de la subvention, il y aura bien des abandons. Mais quand même, avec tous ces désordres-là, c'est normal que l'État veuille se retirer pour mieux comprendre ce qui se passe avant de revenir, peut-être. Oui, c'est normal. Les avis sont partagés. C'est vrai. Il est important qu'il y ait un diagnostic au niveau de toutes ces fédérations dans leur mode de fonctionnement, dans leur budget, leur prévision des activités 2013 ou des activités. Parce qu'il y a beaucoup de cacophonie aussi autour. Il y a certains présidents de fédérations qui attendent seulement la subvention, qui n'arrivent pas à avoir une activité continue pendant 2013 et malheureusement où cela dépeint énormément sur l'activité de cette discipline. Alors, M. Alain Lobognon est venu faire un état des lieux des fédérations et je pense qu'il a raison de faire cet audit sur ces fédérations et voir comment elles fonctionnent, si le budget qu'on leur attribue est utilisé à bon escient et voir dans quelle mesure on pourrait aider ceux qui en ont besoin. Parce que n'oublions pas de dire qu'il y a des fédérations dites sport mineurs qui ne bénéficient pas autant que certaines fédérations dites sport majeurs. Vous êtes d'accord avec moi, le football englobe énormément de budget. Or, au niveau des résultats, il semblerait que des fédérations comme le taekwondo, comme l'athlétisme, comme le basket, nous honorent sur le plan international. Muriel Aoré nous a honorés aux Jeux Olympiques. Actuellement, quand vous voyez en athlétisme, elle gagne des meetings à Stuttgart et aussi elle a gagné à Birmingham. Il y a l'Afro-Basket qui est en point de mire très bientôt. Il y a des Ivoiriens qui, lors de la francophonie en taekwondo, ont eu des médailles en Côte d'Ivoire l'année dernière avec la Coupe du monde francophone. Donc ces sports dits mineurs, je pense logiquement, par rapport aux résultats probants qu'elles nous donnent avec les premières et deuxièmes places, ont besoin d'être rétribués à la même hauteur que des sports majeurs qui malheureusement donnent des résultats en deçà de nos espoirs. Voilà. Allons à l'international pour parler de la Ligue des champions européenne. Ben écoutez, pour tous ceux qui aiment bien cette équipe, le Barça, il semblerait que dans cette semaine, ce sera le match retour. Enfin, pas il semblerait, c'est une certitude. Le match retour de cette grande équipe
aimé par tous, qui est Barcelone, qui joue sa saison. Sa saison, parce que c'est la Ligue des Champions. La Ligue des Champions remportée l'année dernière par Chelsea. Et cette année, le Barça, avec le quadruple Ballon d'Or, Lionel Messi, a 2 buts de retard. Ils ont été battus il y a 2 semaines à San Siro par l'équipe du Milan AC. Cette fois-ci, c'est le match retour au Nou Camp. Alors, le Barça est obligé de gagner par 3-0 pour se qualifier. Alors, un gros rendez-vous européen, une Ligue des Champions sans le Barça, il y a quand même quelque chose qui manque. Et donc, le destin de cette grosse équipe se joue cette semaine, à partir de mercredi. Pour tous ceux qui aiment Messi, Xavi, Andrés Iniesta, et même sur la télé ici, vous montrez souvent des matchs de cette équipe qui ont ce football chatoyant et flamboyant qui font rêver plus d'un. Parlons de Didier Drogba. Didier Drogba se comporte plus ou moins assez bien avec Galatasaray. Pourquoi c'est plus ou moins? Parce que ce week-end, il a raté un penalty et son équipe a perdu. À la 65e minute, Galatasaray, Didier a amené une faute et au penalty, comme malheureusement il a raté. Maintenant, il a un rendez-vous européen avec son équipe de Galatasaray. C'est pour mardi face au Sharks 04. À l'aller, ils ont fait 1 but partout en Turquie. Et Didier Drogba joue aussi sa survie avec cette équipe de Galatasaray. Alors, pourquoi vous dites encore au penalty? Didier Drogba, franchement, ne te fâche pas. Et puis pour tous ceux qui sont fans de Didier Drogba, mais comme on dit chez nous, qui aime bien châtie bien. On adore tellement Didier Drogba, donc à chaque fois qu'il y a un petit truc le concernant, on réagit. Non, mais alors on parle de encore parce qu'on se souvient de ce fameux penalty. Non, mais disons qu'il a eu de bons débuts avec cette équipe de Galatasaray en Turquie. Il a déjà scoré par 2 fois. Il a été accueilli en rockstar. Il a permis à cette équipe, déjà sur le plan merchandising, de vendre et de gagner de l'argent. Car, je peux vous le dire, le maillot de Didier Drogba et surtout tout ce qui est produit dérivé de Galatasaray a connu un boom économique très important. Depuis l'arrivée de Didier Drogba, la direction marketing de Galatasaray se frotte les mains. On parle de 500 000 maillots vendus à 115 €. Donc à partir de là, il y a déjà une cagnotte depuis l'apport de Didier Drogba. Maintenant sur le terrain, ça c'est extra sportif. Maintenant sur le terrain, Galatasaray l'a recruté pour aller loin en Ligue des Champions quand on sait que l'année dernière, il a permis à Chelsea de pouvoir remporter. Il a raté un penalty. Demain, il aura un grand rendez-vous face à Schalke. En permettant à Galatasaray de franchir ce cap, Didier rentrera dans l'histoire en Turquie, car pour l'instant, Galatasaray n'a jamais franchi le cap des 8e de finale. Selon vous, Serge Dacoury, à quel âge normalement on devrait arrêter de jouer en tant que joueur professionnel, footballeur? Écoutez, il y a Ryan Giggs qui joue à Manchester United qui a 38 ans. Il y a David Beckham qui a signé au Paris Saint-Germain qui a 37 ans. Si vous avez une hygiène de vie et que vous vous comportez normalement et que vous êtes un compétitif, un footballeur, c'est beaucoup de travail et de la récupération et bien se nourrir. Quand vous dormez tôt et que vous avez une hygiène de vie et que vous êtes bien entouré, logiquement, vous pouvez aller. Vous avez vu Dinosaure a joué gardien de but jusqu'à 39 ans, tout comme Peter Shilton. Donc, pour Didier Drogba, c'est vrai que le poste de gardien de but peut vous permettre d'aller un peu plus loin, 39-40 ans. Il y a Brad Fidrel, qui est un gardien de but qui a 41 ans, qui est à Tottenham. Et donc, c'est pour dire que si Didier a une hygiène de vie tout comme n'importe quel individu, et qui se comporte normalement en se reposant assez et avec un bon diététicien, on peut continuer jusqu'à 40 ans. Mais pour un attaquant, c'est un peu plus difficile parce qu'il y a toujours les duels. Vous savez que le football moderne aujourd'hui est fait de vitesse, de duels et de puissance. Et donc, pour un attaquant, il est évident qu'à un certain moment donné, quand on prend beaucoup de coups, à ce poste-là que Didier joue, il va falloir s'arrêter. Parce qu'on voit Didier Drogba dans ses plus beaux jours, on a ces souvenirs-là, et on n'a pas envie que notre star nationale, j'ai envie de l'appeler comme ça, finisse pas de la plus belle manière. En fait, je pense qu'il a il est en train de peut-être jouer ces derniers moments parce qu'il a signé pour 18 mois avec le club de Galatasaray. Et donc, après 18 mois, je pense qu'il pense déjà aussi à sa reconversion à travers sa fondation et à travers beaucoup de choses qu'il a commencé à entreprendre. Je pense que Didier est très bien conseillé, très bien entouré. Et logiquement, il devait bien s'en sortir et finir, pas par la petite porte, mais par quand même la grande porte. On attend que ce grand monsieur du football africain nous amène ce sésame que nous recherchons depuis longtemps,
qu'est la CAN ou une Coupe d'Afrique. C'est ça. C'est peut-être ça le pincement au cœur quand on parle de Didier. Ouais. Il y a un peu c'est ce qui a manqué. Il y a un peu cela, parce qu'il a tout remporté, mais sur le plan africain et surtout pour notre pays qui a 22 millions d'Ivoiriens soulagés par une Coupe d'Afrique, on en a tant besoin car depuis 20 ans on attend ça. Avant de nous dire au revoir, un mot concernant tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire sur le plan sportif. Ben écoutez, il faut reconnaître que hier, par exemple, si on parle du foot, et sûrement la SEC a été battue par le CEWE. Et le CEWE reprend encore les commandes du championnat national. Qu'est-ce qui se passe avec la SEC? Ben écoutez, on peut parler d'un petit passage à vide, mais je pense que ça devient un grand passage. Ça commence à être un bis repetita, car l'Africa a pris le meilleur sur la SEC lors du derby il n'y a pas si longtemps. Oui. Et cette fois-ci, le CEWE Sport de San Pedro a battu la SEC. Mais il faut rappeler quand même que pour ceux qui suivent le championnat ivoirien, que le CEWE est champion en titre. Le CEWE des jeunes du Mandé, depuis l'année, c'est le champion en titre. Ils ont déjà passé le cap du premier tour des préliminaires de la Ligue des champions. C'est une équipe constante. La SEC, malheureusement, depuis le départ de son entraîneur européen, c'est Gigi Traoré Siaka qui a les commandes. Pour l'instant, les ténors du football ivoirien ne sont plus les mêmes, ne sont plus la SEC et l'Africa. Ce sont des équipes comme le CEWE, Gagnoa, l'équipe de JCA et qui aujourd'hui surplombe. Il n'y a plus cette suprématie ASEC-Africa. Il y a d'autres équipes qui montent et cela fait le bonheur de ceux qui aiment le football, car maintenant le diktat des vieux clubs est révolu. D'autres équipes plus structurées, avec des méthodes de management plus modernes, arrivent à surplomber la SEC et l'Africa. Merci Serge Dakouri, consultant sportif à tous ces rendez-vous des lundis. On le retrouve avec beaucoup de bonheur pour parler de sport dans notre pays et dans le monde entier. Serge Dakouri, bonne semaine, excellente semaine, surtout sur RTI 1. Et puis on se retrouve lundi prochain. Merci, à bientôt. Merci. Orokia Sissoko qui réalise cette émission nous propose ce qui suit. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Diego, il faut que tu retrouves la maman Hara et que tu la ramènes au nid. Vite! Pas de problème, Alicia. Je vais la retrouver. Bonne chance, Diego. Grimpe! Grimpe! Tu grimpes comme un chef. Help me, please, Diego. Je cherchais à manger pour mes petits quand je me suis coincé l'aile. Don't worry, maman Hara. Il faut absolument qu'ils en laissent pour mes tout petits, Diego. Oui, il faut les arrêter avant qu'ils ne mangent tout. Pour arrêter les frères Bobo, crie 1, 2, 3, statue. 1, 2, 3, statue. Oups, désolé. Go Diego. Votre dessin animé à voir du lundi au vendredi sur RTI 1 à partir de 18h05. Nora Guzman venait de tirer sur un homme. Une fois au poste de police, elle subit un interrogatoire, celui de savoir les raisons de son acte. Pourquoi tu fais ça, Nora? En réalité, depuis son enfance, son père ne cessait de lui répéter qu'elle devrait se marier à un riche homme qui allait les faire sortir de la pauvreté. Si tu le voulais, Nora, tu serais déjà mariée avec un millionnaire. Une pauvreté dont Nora n'avait jamais eu honte, car elle savait travailler et pouvait gagner sa vie. Pour son père, l'argent importait sur tout. Jure-le-moi, Norita. Ne m'y oblige pas. Je ne veux pas jurer de faire une telle chose. Retrouvez votre feuilleton Mon amour, mon péché sur RTI 1 du lundi au vendredi à 8h. Inspecteur commercial. Et là, je dois avoir la responsabilité de toutes les stations de service. Jésus! Srambé se souvient toujours des moments difficiles qu'il a traversés avec Sibata, son épouse. Attention, faut pas m'abîmer. L'abandonner au profit d'une lycéenne de 19 ans est vraiment méchant. Mais il ne peut balayer du revers de la main l'exigence de mariage de cette dernière qui lui procure tant de plaisir.
Retrouvez votre série Coup de force conjugale tous les dimanches à 20h50 sur RTI 1. Cour pénale internationale. Que s'est-il réellement passé? La Côte d'Ivoire a-t-elle respecté toute la procédure en la matière? Les lois d'amnistie qu'on vote au plan interne n'empêchent pas la CPI de poursuivre. Ce sont des crimes, des infractions qui sont imprescriptibles. On ne peut pas dire que, puisqu'on a 20 ans sans poursuivre, le monsieur a réapparu, on ne poursuit plus. Je veux dire, c'est une juridiction qui est là pour lutter contre l'impunité. Et dès lors qu'elle est saisie d'un dossier, je pense que le dossier échappe à l'État. Est-ce que vous voyez? Et puis moi, je vous dis en même temps que la CPI même est en train d'attendre, enfin, je veux dire, elle se pose des questions aujourd'hui sur l'attitude de la Côte d'Ivoire. Parce que bon, elle se demande si la Côte d'Ivoire entend poursuivre la coopération. Crimes contre l'humanité, meurtre, viol, persécution. L'audience de confirmation des charges a-t-elle répondu aux attentes des Ivoiriens? Décryptage avec Traoré Abou et ses invités, mardi 12 mars à 20h50 sur RTI 1. Excusez-moi. Ah, oui, bonjour. Puis-je vous aider, madame? J'aimerais signaler un vol. Allez-y, je vous écoute. Une femme a enlevé mon enfant. Un bébé? Chandiz, une belle série kenyane qui dépeint les contradictions de la société moderne africaine dans laquelle les femmes ont certes obtenu leur autonomie, mais le payent très cher. Reviens! Lâchez-moi! Laissez-moi tranquille! Tu n'as pas le droit de venir ici! Je veux voir cette femme! Tu es folle? Non, je ne suis pas folle, je vous en prie, laissez-moi lui parler! Fais sortir cette femme d'ici! Sors! Sors de là! Allez, attends! Où est-ce que tu vas comme ça? C'est pas bien ce qui se passe, maman. Suivez Chandiz sur RTI 1 du lundi au vendredi à 18h30. Eh bien, qu'est-ce que tu as? Hein, c'est quoi cette tête d'enterrement? Enfin, Primo, est-ce que tu m'en veux parce que j'ai épousé ta sœur, c'est ça? Qu'est-ce que tu racontes, espèce de traître? Tu te dis mon ami et c'est toi qui me poignarde par derrière. Je n'ai rien à dire de plus. Hein? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as invité ce type? Pourquoi t'as invité cette espèce de crétin fini dans ma maison, dans ma propre maison? Avec tous les problèmes que j'ai eus avec ce macaque, tu me le ramènes comme si de rien n'était. Ah, Primo, il travaille à l'hôtel. Je sais bien que ce n'est pas très agréable de le voir là, scotché à Cecilia, mais... Primo, calme-toi, s'il te plaît, calme-toi. Et ne me fais pas cette tête avec ses yeux, hein? Bon, c'est l'amour. Quoi? Comment ça, c'est l'amour? Oui, je les ai entendus. Je viens juste de l'entendre, elle, et elle disait... En fait, je suis absolument convaincue que mon bonheur est à tes côtés. Je te jure, elle m'a dit ça. Un palace pour deux. Un palace pour deux, votre feuilleton à voir du lundi au vendredi à 14h sur RTI 1. Parlons à présent du monde de l'emploi avec Madame Cla-Étienne Hortense. Elle est conférencière, formateur en emploi des métiers innovants. Avec elle, nous parlons de la conciergerie d'entreprise. Madame Cla-Étienne, bonjour. Bonjour, Naomi. Et merci de nous rendre visite. Merci. La semaine dernière, on a défini ce que c'est que la conciergerie, mais ça ne ferait pas de mal de redonner la définition. En fait, la conciergerie, une structure de conciergerie, c'est ce qu'on appelle facilitateur de vie. Donc, dans la conciergerie, on parlera la conciergerie aux particuliers, les résidences, des entreprises, du personnel et la conciergerie de luxe. Voilà ce que je peux dire. Donc, conciergerie, on entend tout de suite facilitateur, comme vous venez de le dire, Oui. de vie. Comment se faciliter donc en entreprise lorsqu'on parle de la conciergerie d'entreprise? Alors, un chef d'entreprise, aujourd'hui, les gens sont à la bourre, ils ont des difficultés pour faire leurs courses, pour faire leurs démarches administratives, en fait, tout ce qui permet à une personne d'être vraiment d'être stressée. Donc, un responsable d'entreprise, un directeur d'entreprise va, pour bichonner un peu ses collaborateurs, va signer un contrat, un abonnement avec une structure de conciergerie pour pouvoir permettre à ses collaborateurs vraiment d'être zen et moins stressés, moins d'absentéisme et tout ça. Voilà. Et quels sont les services que cette structure pourra offrir? Alors, ça va depuis le pressing à la cordonnerie.
ça va tout ce qui est administratif, repas, livraison de repas. On va même jusqu'au-delà parce que lorsque la nounou de Madame X ou de l'employé de Monsieur X est absent de trouver les personnes, en fait, le concierge, c'est un intermédiaire. Hein. C'est un intermédiaire. Ce n'est pas un sous-traitant. Voilà, c'est un intermédiaire. Donc, il va gérer un peu tout cela. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans les entreprises? Les personnes s'absentent parce qu'ils ont soit accompagné maman ou accompagné un enfant ou ainsi de suite. Et donc, ça fait qu'il y a un manque à gagner. Il faut une valeur ajoutée pour permettre à ces entreprises de pouvoir travailler comme il se doit et ne pas s'absenter. Voilà. Mais c'est une façon de demander aux différentes entreprises de gérer la vie privée de leur personnel. Bien sûr, parce qu'en fait, le personnel lui-même a sa vie privée et sa vie professionnelle. Mais il y a, cette situation agit dans la vie, privée personnelle de cet employé-là, de cette structure-là. Donc, lorsque les gens s'absentent au niveau des entreprises, c'est qu'il y a un manque à gagner pour cette structure-là. Et ce n'est pas que c'est méchant, mais aujourd'hui, il faut que les gens revoient un peu cette manière de faire, les entreprises, les responsables, pour permettre à leurs entreprises, à leurs collaborateurs de travailler dans la sérénité et tout. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans l'entreprise, il va y avoir une installation d'un bureau, d'une structure, un relais, où tout ce qui concerne l'employé, d'accord, viendra déposer ses affaires de la maison à cet endroit-là, pour le petit déjeuner et tout. Si c'est pour livrer des fleurs, tout cela se fait en entreprise et après, la personne peut aller déposer vers qui il voudra. Mais pour les frais qui sont chargés? Les frais, au niveau de l'abonnement est payé par le responsable d'entreprise, donc le directeur. Et en ce qui concerne maintenant, les prestations sont payées, bien sûr, par les salariés. Voilà. Le truc, c'est qu'on a un concierge dans l'entreprise et le personnel s'adresse directement au concierge pour toute forme de prestation. Toutes sortes de prestations, voilà. Mais finalement, à la maison, et ces personnes que nous avons à la maison pour nous aider à gérer notre maison, ces personnes-là ne sont plus utiles lorsqu'on a un concierge en entreprise. Ben, écoutez, à ce que je sache, je sais qu'aujourd'hui, tout le monde amène ses affaires au pressing. Que le personnel de la maison soit là ou pas, c'est pour permettre de décharger ces personnes-là. Alors, vous allez me dire, vous voulez prendre le petit déjeuner au bureau, vous n'allez pas attendre que ce soit la personne de la maison qui le fasse. Donc, d'abord, déjà avec les embouteillages et tout. Vous voulez aller acheter un pneu ou une carte grise parce que vous envoyez le chauffeur qui n'est pas en mesure. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que le responsable d'entreprise qui est dans la conciergerie a un cadet d'adresse, donc il fait une sélection de ses collaborateurs. C'est vrai, et je vais bien dire, parce que Naomi a peut-être son garagiste avec qui elle travaille d'habitude. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'on a ce problème-là qui est récurrent avec les personnes qui sont les garagistes, les différentes personnes qui travaillent. Il faut qu'ils soient professionnels. Vous pouvez amener vos habits au pressing. J'explique rapidement pour dire quoi. J'amène mes affaires au pressing et je me rends compte que le pressing il y a une tâche. Il y a une tâche qui n'a pas pu l'enlever. Mais il est professionnel. S'il est professionnel, ce n'est pas à moi de le dire. Dès que j'amène mes affaires au pressing, je suis en mesure de dire que c'est un professionnel. Mais dès que ma tenue est bousillée, mais là, il faut qu'il le rembourse. Mais très souvent, qu'est-ce qui se passe? Le concierge, qu'est-ce qu'il va, son rôle, c'est quoi? Il facilite, mais en même temps, il est regardant. Vraiment, il bichonne, il est attentionné. Et il va regarder. Donc, il va remplir un papier qui va à ce pressing-là. Remplir un papier pour dire effectivement que l'habit de Naomi, il n'y a pas eu de problème. RAS, lorsque je vais récupérer, s'il y a un bouton qui a sauté, il y a un problème. Il faut le remettre. On ne le remet pas, il y a une tache qui est dessus, ou bien on a pris d'un produit qui va déteindre la tenue et tout. Donc il y a ce problème-là. J'ai entre midi et 2 ou bien prendre 2 rendez-vous, je dois aller m'habiller parce que j'ai un rendez-vous important. Il faut bien que je puisse faire mes ongles et tout. Je vais faire le concierge pour me trouver une personne qui suit dans la coiffure, l'esthétique, pour faire rapidement mes ongles parce que là, je ne veux pas aller chez ma coiffeuse habituelle, c'est que je fais ma manicure habituelle pour le faire rapidement. J'ai ma voiture pour la nettoyer, je ne veux pas aller d'abord faire nettoyer au lavage d'abord rapidement, je peux faire sur place. Donc il y a toutes ces choses-là. J'ai rendez-vous avec le médecin, mon médecin traitant, ne pas pouvoir l'avoir. Je verrai mon concierge pour le trouver rapidement pour que je puisse avoir l'ophtalmologue parce que j'ai mal aux yeux, j'ai mon enfant, le pédiatre, je n'arrive pas à mettre la main dessus, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vraiment, c'est un facilitateur. D'accord. Aujourd'hui, plusieurs employés se plaignent du fait que le salaire est carrément insuffisant. Est-ce que vous ne pensez pas qu'ajouter ce métier de conciergerie sur les charges de l'entreprise va faire bouder le personnel?
Écoutez, est-ce qu'aujourd'hui, les responsables d'entreprise veulent permettre à leur, pour retenir les talents? Parce que c'est cela aussi, retenir les talents, pour ne pas que les gens puissent être absents de leur structure, pour que le travail puisse vraiment avancer, qu'il y ait une valeur ajoutée, comme je le disais tout à l'heure. Si aujourd'hui, d'abord pour recruter du personnel, c'est pas facile d'avoir du personnel de qualité, et c'est tout cela qu'il faut aujourd'hui que les responsables d'entreprise puissent tout faire un clin d'œil à leurs salariés pour leur permettre d'être dans des conditions acceptables. Quelle est la catégorie d'entreprises concernées par cette forme de conciergerie? Alors, tout le monde peut avoir un concierge qui est dédié. La petite structure, alors, il y a ce que j'appelle la mutualisation. Je peux avoir, on peut être 4, parce qu'il faut parler aussi au niveau du nombre. Hein, parce qu'à partir de 50 à 100, plus le nombre est important, plus les coûts de l'abonnement sont assez moindres. Et maintenant, je peux être dans un secteur, je peux avoir peut-être, on peut être 10. Chez Christian, on peut être 11, la société Zen, on peut être 17. On va faire une mutualisation pour pouvoir permettre à cette entreprise de faire nos courses. Voilà. Aujourd'hui, que doit-on retenir concernant la conciergerie d'entreprise? Alors, aujourd'hui, il faut qu'on retienne. Ce qu'on doit retenir, c'est de permettre de savoir qu'aujourd'hui, il y a des structures en place ici qui permettent aux gens de jeunes de se former et de travailler dans ce milieu qui est un métier d'avenir et il y a beaucoup de débouchés à ce niveau-là, pour permettre à ces jeunes de se former. C'est vrai, il y a le niveau qui est important, mais au-delà du niveau, c'est d'avoir la formation qualifiante, de qualité, pour permettre à ces personnes-là de pouvoir avoir de l'emploi. Si à l'horizon de 2020, on parle on parle très souvent de l'emploi, c'est ce qu'on nous raconte aujourd'hui, l'emploi, il faut connaître les secteurs porteurs d'emploi. Et la conciergerie est un des secteurs porteurs d'emploi. Un message à tous ces jeunes, puisque vous parlez d'emploi, à tous ces jeunes qui nous suivent en ce moment, qui sont à la recherche d'un emploi. D'accord. Alors, à tous ces jeunes, j'appellerai pour leur dire de se tourner vers ce métier-là, qui est un métier porteur. Un métier aussi porteur, mais aussi vraiment au niveau de la rémunération, elle est très importante. C'est un métier qui a ses standards. Il faut que les jeunes apprennent à être responsables. Parce que là, je crois que peut-être qu'avant-hier, j'ai écouté une émission sur la télé où la dame parlait du savoir-être, du savoir-faire. Le problème aujourd'hui au niveau de ce type de métier, c'est vraiment le luxe. On rentre dans la vie personnelle des personnes, c'est la discrétion, c'est le savoir-être, le savoir-vivre. Donc, il faut travailler l'image, il faut savoir se tenir, parce qu'on rencontre depuis le directeur, le PDG, depuis la petite personne d'un certain niveau, mais le savoir passer le message, le savoir vendre ce produit-là. Et c'est vraiment quelque chose de très fabuleux. Merci beaucoup, Madame Cla Etienne Hortense. Rappelons qu'elle est conférencière, formateur en emploi des métiers innovants. Et avec elle, on parlait de la conciergerie d'entreprise. On va se retrouver la semaine prochaine. La semaine prochaine, oui. Merci beaucoup. Merci. À lundi prochain. Lundi. Une invitée de la direction commerciale et marketing est bien installée sur notre plateau. Audrey Tanon est là pour nous parler du Salon international du tourisme d'Abidjan. Bonjour. Bonjour Naomi, bonjour à toute la Côte d'Ivoire et puis au monde entier. Alors, de quoi parlerons-nous exactement à ce salon? Même si on sait que c'est du tourisme avec grand T. Voilà, alors je vais commencer déjà par dire ce que c'est que le SITA. Le Salon international du tourisme d'Abidjan, c'est une plateforme d'échange qui réunira tous les professionnels du tourisme ainsi que tous les métiers connexes. Tous les métiers donc en amont et en aval donc du tourisme se retrouveront à l'Ivoire Golf Club du 14 au 17 mars prochain. Il y aura donc durant ces 4 jours, il y aura beaucoup de choses à voir. Il y aura des conférences, il y aura également des expositions. Tout va commencer donc le jeudi 14 mars. À partir de 9h30, ce sera bien sûr la cérémonie officielle d'ouverture du Salon international du tourisme d'Abidjan. Après donc la cérémonie officielle, il y aura la visite des stands. Et pour cela, 3 villages ouvriront donc leurs portes au public parce que le public est également invité, à l'instar bien sûr des professionnels du tourisme qui seront là. Le public, le grand public est invité. Alors, 3 villages comme je le disais. Il y a le village découverte du monde. Le village découverte du monde fera la part belle aux ambassades accréditées en Côte d'Ivoire, mais également
aux différentes institutions. Quand je parle d'institutions, je parle bien sûr de Côte d'Ivoire Tourisme. Côte d'Ivoire Tourisme qui est l'Office ivoirien du tourisme. Il y aura également d'autres institutions telles que l'APEXI, telles que le CPC. Et puis, second village, c'est bien sûr le village Logoffier. Logoffier, c'est bien sûr, ce sera le marché donc du CITA. Et au village donc Logoffier, on retrouvera les agences de voyage, les restaurateurs, les professionnels donc du tourisme pourront donc exposer là-bas. Et puis le troisième village, c'est le village Akwaba. Alors le village Akwaba a une particularité cette année parce que c'est au village Akwaba que l'on retrouvera donc tous les sites touristiques dont regorge la Côte d'Ivoire. Tout ce que nous avons de beau, tout ce que nous avons de bon, eh bien, se retrouvera au village Akwaba. Il y aura la Bissa, il y aura le Popo Carnaval, il y aura la ville d'Assini. Les Ouest seront présents, le Nord également. Toutes les régions de la Côte d'Ivoire, en tout cas, se retrouveront donc, au village Akwaba. Et puis, il y a également l'espace Maki. Espace Maki pour toutes les personnes qui voudraient éventuellement déguster des mets bien de chez nous. Voilà. D'accord. Qui attendez-vous exactement? Nous en attendons dehors des professionnels du tourisme. Oui, en dehors des professionnels du tourisme, nous attendons le grand public. Vous, nous attendons... L'entrée est gratuite ou Oui, pas? l'entrée est gratuite. Elle est gratuite, c'est un salon. Donc, tout le monde peut venir. Venez voir ce que nous avons de bon. Alors, l'un des nombreux objectifs voilà, de ce salon, c'est bien sûr de repositionner la Côte d'Ivoire et puis de montrer également aux Ivoiriens et à l'instar des Ivoiriens au monde entier ce que nous avons de beau chez nous. Voilà, donc il faut venir, même si vous n'êtes pas professionnel du tourisme, si vous êtes étudiant, si vous êtes travailleur, venez. Le salon ouvre ses portes donc tous les jours à partir de 9h30, voilà, 9h30 jusqu'à 19h. Vous pouvez venir après le boulot, entre amis, tout ça. Et puis, vous verrez que vous passerez donc d'agréables moments. Il faudrait remarquer aussi qu'il y aura donc des conférences. Ça, ce sera donc à partir du deuxième jour. À partir donc de vendredi, des conférences. Et puis, les différents stands seront ouverts. Vous pourrez venir et vous pourrez voir tout ce que la Côte d'Ivoire a à vendre. Aujourd'hui, on parlait pour la rubrique économie avec Dr Prao Séraphin, qui est économiste. Il parlait de l'importance que nous devons accorder au tourisme pour le développement de notre pays. Votre point de vue sur ce sujet? Oui, vous savez, certains pays comme, parlons même de l'Afrique, certains pays comme le Maroc, le Sénégal ont un fort taux donc, de personnes qui donc affluent dans ces pays-là et le tourisme occupe une place très très importante dans leur économie. Et c'est ce que le ministre du Tourisme, M. Roger Kakou, eh bien, veut insuffler donc, à la Côte d'Ivoire. Il faudrait que le tourisme, à l'instar du café, du cacao et tous les autres produits, il faudrait que le tourisme occupe donc une place de choix dans l'économie de la Côte d'Ivoire parce que le tourisme, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent engrangé. Voilà. Numéro de téléphone? Numéro de téléphone 20 34 79 05, 20 34 79 19. Je peux te donner rapidement le site internet? Il n'y a pas de souci. www.cita-6ci.net. CITA, Salon international du tourisme d'Abidjan, à partir du 14 mars, 14, 15, 16 et 17 mars à l'Ivoire Golf Club. Et c'est tous ces jours-là à partir de 9h30. On peut encore redonner les contacts, il n'y a pas de souci. Merci, c'est gentil Naomi. Donc 20 34 79 05, 20 34 79 19. Merci Audrey Tanon et puis peut-être à demain si Dieu le permet. En tout cas, si Dieu le permet. Roquet Sissoko, à toi de jouer. L'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, INSAC, mène une croisade contre l'oubli. Il initie donc les grandes rencontres. Objectif, mettre en place une culture de la mémoire et du souvenir. Pour cette énième journée, le choix de l'invité s'est porté sur Rose-Marie Guiraud. Occasion pour l'Institut de rendre hommage à la rose de la danse et de la chorégraphie ivoirienne. Rose, qui se marie si bien avec la musique, le théâtre, la chanson, la danse, est à dire, à compter. Elle est un exemple dans son art, doit montrer la voie aux jeunes, a affirmé le directeur général de l'Institut national supérieur des arts
et de l'action culturelle. Il faut qu'on sauve le pays de l'oubli. Bref, Madame Guiraud, je vous invite pour ça, pour qu'on entende votre légende personnelle, pour que vous racontiez à ces jeunes gens d'où vous êtes partis, à ces gens qui pensent que tout est facile, à ce pays qui a appris aux jeunes gens à voler, à boire de l'alcool, à tricher, à voler des diplômes, à tuer. Ils pensent que c'est ça la vie. Montrez-leur que la voie, ce n'est pas le crime, ce n'est pas le vol, ce n'est pas la tricherie, c'est le travail. Votre vie est un exemple. Racontez-le cette vie. L'artiste de renommée internationale, Rose-Marie Guiraud, a exhorté les jeunes à se mettre au travail. C'est votre intelligence qui travaille, n'est-ce pas? Donc, quiconque veut devenir un artiste et qui veut présenter quelque chose pour son pays, qui veut travailler pour son pays et en même temps travailler pour lui-même, pour son développement, je crois que non seulement il faut travailler pour avoir ton diplôme qu'il faut pour pouvoir travailler dans n'importe quel lieu, mais il faut vraiment avoir un objectif. Quelle mission tu veux apporter? Quelle mission? Quelle est ta mission? Moi, depuis l'âge de 7 ans, tout ce que je fais aujourd'hui, je les rêvais. Je les avais comme des films qui passaient devant moi. Donc, chaque étape que je fais, c'est tout à fait logique pour moi, parce que c'est ce que je visais. Les étudiants ont souligné la nécessité d'avoir des repères en matière de chorégraphie. Il est important pour nous, jeunes générations, d'avoir le regard tourné vers nos repères. Et Marie-Rose Guiraud, en matière de chorégraphie, en matière d'art en Côte d'Ivoire, est une référence. Et vraiment, c'est une grande joie pour moi d'être ici présent, une manière pour moi de l'honorer. Sa présence ici nous inspire beaucoup. Elle sera un modèle pour nous et nous allons beaucoup la côtoyer. Directeurs, enseignants, amis et collègues ont témoigné. Pour eux, Rose-Marie Guiraud est une artiste accomplie sur tous les plans. L'artiste, la mère de la danse, la rose, comme son prénom l'indique, est une chorégraphe pétillante et une chanteuse de renommée. Vous venez de voir Rose-Marie Guiraud, pilière de la culture ivoirienne, lors d'une grande rencontre à l'INSAC. Et on est pressé de savoir quel est le prochain artiste ou un homme de culture qui sera reçu par l'INSAC. Affaire à suivre, bien sûr, sur RTI 1. On a eu beaucoup de plaisir à être avec vous. Nous vous souhaitons une agréable semaine en notre compagnie sur les différents programmes de la chaîne qui rassemble. Orokia Sissoko a réalisé cette émission. Toute l'équipe de production par ma voix vous souhaite une bonne journée en espérant vous retrouver demain en pleine forme. Que Dieu nous garde.